Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la crise au Venezuela. Lors de la première vidéo, on s'était arrêté fin 2012. À ce moment-là, Chavez est atteint d'un cancer que l'on sait incurable et démissionne. La présidentielle anticipée qui suit porte au pouvoir son successeur, Nicolás Maduro, qui est élu de justesse avec 50,6% des voix. Chavez, lui, décède en mars 2013, et à partir de ce moment-là, une crise économique éclate. Je vous propose dans un premier temps de voir la chronologie de la crise économique, puis de voir les explications des chavistes et des anti-chavistes, et enfin de voir la crise politique qui en a découlé. C'est parti. La crise économique devient visible à partir de 2013. Petit à petit, de nombreux biens de consommation courante commencent à manquer. Papier toilette, lait, riz, mais aussi pièces automobiles ou médicaments. Les files d'attente s'allongent devant les magasins tandis que les étals se vident, et en 2017, 80% des produits de base subissent des ruptures de stock. Entre les dévaluations du bolivar qui font augmenter les prix des produits importés et la loi de l'offre et de la demande, les prix flambent et l'inflation, elle, atteint des sommets vertigineux jusqu'à atteindre 800% en 2016. À cause de cette inflation, de nombreuses couches de la population se retrouvent en difficulté et la pauvreté, qui était en régression jusqu'au début des années 2010, remonte et finit par toucher 76% de la population en 2015 selon certaines études. Et je dis selon certaines études, car la publication des chiffres officiels est interdite depuis le début de la crise pour ne pas favoriser la déstabilisation du pays. Voilà pour les faits bruts qui mettent tout le monde d'accord, mais l'origine de la crise, elle, ne fait pas consensus au Venezuela, chaque camp avançant sa propre explication. Pour les chavistes, l'explication à la crise économique est simple. Il s'agirait d'une tentative de déstabilisation organisée par les États-Unis pour mettre les opposants, dénoncés comme fascistes, au pouvoir. Cet argument s'appuie notamment sur des précédents en Amérique latine. En effet, pendant la guerre froide, les USA se sont assurés qu'aucun gouvernement socialiste ne prenne le pouvoir dans cette partie du monde qu'ils considéraient comme leur chasse gardée. Il y a notamment eu le cas du Chili au début des années 70, où la droite et le patronat, en lien avec les États-Unis, ont organisé des grèves et des pénuries avant de finalement opter pour la manière forte en faisant un coup d'état militaire via le tristement célèbre général Pinochet pour empêcher le gouvernement socialiste de Salvador Allende de réformer le pays. Il se produirait la même chose au Venezuela, d'où les pénuries et la crainte, clairement exprimée par le gouvernement à partir de 2016, d'une invasion étrangère. Le souvenir de la tentative de coup d'état raté en 2002 contre Chavez par le patronat et la droite est aussi encore vivace et peut venir accréditer cette thèse. Mais si on regarde qui est dans l'opposition, il n'y a pas de quoi crier au fascisme. La principale structure, la MOUD, la table de l'unité démocratique en français, est une coalition de partis allant du centre-droit à l'extrême gauche non chaviste. Parmi ceux-ci, on retrouve les deux anciens grands partis de centre-gauche et de droite, la COPEI et l'Action démocratique, et des partis plus petits, souvent de centre-gauche sociolibéraux, Volonté populaire ou Primero Justicia. Il y a également des structures d'extrême gauche, comme la Causa Radicale, regroupant d'anciens guerrieros marxistes. Parmi les anciens membres de la coalition, toujours dans l'opposition, on peut citer le MAS et Bandera Roja, deux structures d'extrême gauche qui ont aussi d'anciens guerrieros dans leur rang. On peut aussi citer l'UDR, le troisième ancien grand parti avec la COPEI et l'Action démocratique. À noter également que le MAS est un ancien soutien à Chavez. Si cette alliance gauche-droite vous paraît étrange, dites-vous que chaque pays a ses particularités et ses alliances un peu bizarres vues de l'extérieur. Par exemple, le Parti communiste vénézuélien, qui est chaviste, dans les années 90 avait fait partie d'une alliance, le Chiripero, où il côtoyait l'UDR et le MAS, tous deux faisant aujourd'hui partie de l'opposition soi-disant fasciste. En fait, il n'y a pas une opposition capitaliste ou fasciste pro-américaine face à un gouvernement socialiste et révolutionnaire, il y a plusieurs oppositions qui ont réussi à se rassembler. Quant à la menace fasciste, il s'agit en fait d'un vieil argument chez certains à gauche qui permet à la fois de mobiliser son propre camp, de stigmatiser l'ennemi et de détourner l'attention à peu de frais. Pour l'opposition et les observateurs extérieurs, l'explication à la crise économique est tout autre. Il s'agit de plusieurs effets qui se cumulent, principalement liés à la baisse du prix du pétrole depuis 2008. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, jusqu'à cette date, toute la politique chaviste est basée sur la rente pétrolière et sur un pétrole cher. Cette baisse a notamment eu un impact sur les réserves de change détenues par la CADIVI, l'organisme d'État qui s'occupe des conversions entre monnaies. Pour résumer à grands traits, quand une entreprise achète du pétrole vénézuélien, elle le paye en dollars, la CADIVI en récupère une partie et en a des quantités importantes pour les achats extérieurs et pour la conversion de devises. Et quand le Venezuela importe des biens de consommation, il les paye aux fournisseurs étrangers en bolivars, et ces fournisseurs demandent ensuite à la CADIVI de convertir ces bolivars dans leur monnaie nationale ou en dollars. Le problème vient du fait que le prix du baril est passé de 140 $ à la veille de la crise mondiale à 50 $ en 2009. Il s'est ensuite un peu redressé avant de rechuter à partir de 2014.
Cette dégringolade a petit à petit entraîné une baisse des réserves de devises et la CADIVI met de plus en plus longtemps à convertir les bolivars en autre monnaie, ce qui pose problème aux entreprises qui importent au Venezuela, car à part les grandes firmes qui ont des liquidités importantes, les entreprises fonctionnent sur des fonds de roulement et ont besoin d'être payées rapidement si elles ne veulent pas être insolvables. C'est une cause de faillite classique chez les entreprises pourtant viables, et cela refroidit considérablement l'envie de commercer avec le Venezuela. Autre élément, la baisse du cours du pétrole et donc des rentrées fiscales qui y sont liées a obligé le pays à faire marcher la planche à billets pour créer artificiellement des moyens de paiement. Cette solution n'est jamais la bonne car elle dévalue la monnaie et crée rapidement de l'inflation, ce qui n'a pas tardé à se produire avec le bolivar. À cela s'ajoute un problème endémique au Venezuela, la corruption. Chavez a notamment été élu sur la lutte contre celle-ci, mais après une quinzaine d'années au pouvoir, le chavisme a généré sa propre élite, la bolibourgeoisie, qui s'est incrustée dans tous les rouages de l'État et a généré sa propre corruption. La CADIVI est l'un des foyers de cet enrichissement illégal. Ainsi, on a découvert en 2013 que la CADIVI versait de l'argent à des sociétés fantômes. Après enquête, les autorités estiment que cette fraude a coûté jusqu'à 20 milliards de dollars par an, soit 4% du PIB, et on estime que 40% d'échanges qui se sont faits vers le dollar étaient en fait le fait de ces sociétés fantômes. L'autre composante de la crise est directement due à la mauvaise gestion chaviste, liée à une incompréhension des mécanismes économiques. En 2002, après les grèves anti-gouvernementales, on se rappelle que le gouvernement avait viré 19 000 employés de la PDVSA, la compagnie pétrolière nationale. À cause du manque d'entretien, de personnel compétent et d'investissement, la compagnie a vu sa production décliner fortement. Le pays produisait 3,4 millions de barils par jour en 1998 et seulement 2,4 millions à la mi-2016. Ce problème de gestion a aussi touché le secteur productif. D'abord, le gouvernement a imposé des prix contrôlés, si bien qu'avec le temps, l'inflation a rogné les marges des entreprises, les poussant à la faillite, et forçant ensuite le pays à importer des biens de consommation. Par exemple, en 2000, le pays importait pour 1,4 milliard d'euros en denrées alimentaires et 6,5 milliards en 2013. Paradoxalement, le pays est aujourd'hui plus dépendant de l'extérieur qu'avant l'arrivée de Chavez au pouvoir, alors que celui-ci a fait de l'indépendance nationale une priorité via certains programmes sociaux. Baisse du prix du pétrole et mauvaise gestion. Très clairement, même si d'habitude je ne suis pas fan des explications tout économiques, je pense que cette explication-là est la bonne. L'explication chaviste est trop caricaturale pour être vraie, et cette explication économique correspond à l'économie du pays. Toujours est-il en tout cas que cette crise économique a fini par dégénérer en crise politique. La crise politique éclate clairement fin 2015, mais on peut en percevoir les prémices dès 2014. En février de cette année-là, les premières manifestations contre l'insécurité et les pénuries ont lieu. Elles donnent lieu à une quarantaine de morts à cause de bandes extrémistes de part et d'autre. L'un des leaders de l'opposition et membre de Volonté Populaire, Leopoldo López, qui avait appelé aux manifestations et voulait les utiliser pour pousser le gouvernement dehors, est arrêté et jugé responsable des morts et des émeutes et prend 14 années de prison pour terrorisme et homicide. Cette condamnation est dénoncée au niveau international comme une instrumentalisation politique. L'opposition n'est pas la seule à subir la pression chaviste. Les médias, eux, se sont vus intimer l'ordre de ne parler ni des manifestations, ce qui inciterait à la violence, ni des pénuries, acte qui serait considéré par le gouvernement comme un acte de propagande pour déstabiliser le pays et serait passible d'amende. Parmi les prémices, on peut aussi citer l'arrestation d'Antonio Ledezma, maire de Caracas, figure de l'opposition et membre de la MUD pour tentative de coup d'État. Il n'y a bien sûr aucune preuve de cette tentative de coup d'État, et Ledezma est toujours en prison. Mais fatalement, avec la crise économique, le pouvoir chaviste perd une partie de son soutien populaire. Cela se traduit dans les urnes en décembre 2015 par la victoire de l'opposition aux législatives. Les opposants décrochent alors 112 sièges sur 167, la crise politique éclate ouvertement et une guérilla juridique se déclenche. Depuis l'instauration de la Ve République par Chavez, le Parlement dispose de différents pouvoirs selon la majorité obtenue. Avec sa majorité de 112 députés, l'opposition atteint le seuil des 2/3 qui donne le droit au Parlement de déclencher un référendum révocatoire contre le président. Mais quelques semaines après les élections, la justice annule l'élection de 3 députés de la MUD, faisant perdre à celle-ci la possibilité de convoquer le référendum. Ne désespérant pas, l'opposition tente de déclencher le référendum par un autre mécanisme légal, celui de la pétition populaire. Ce mécanisme compliqué est constitué de plusieurs étapes. D'abord, il faut réunir au moins 200 000 signatures, soit 1% du corps électoral. Puis 4 millions de signatures, soit 20% du corps électoral, et ensuite le référendum doit avoir lieu avant la mi-mandat, soit le 10 janvier 2017 au plus tard. Passé cette date, le référendum n'est plus pleinement révocatoire, il ne déclenche plus d'élection présidentielle anticipée en cas de succès, le vice-président prenant l'intérim jusqu'aux élections normales, prévues fin 2018. L'opposition a réussi la première étape en réunissant 1,8 million de signatures en mai 2016, soit 10 fois plus que nécessaire. L'étape suivante, la récolte de 4 millions de signatures, devait avoir lieu sur 3 jours fin octobre. Sachant que 7 Vénézuéliens sur 10 veulent un changement de gouvernement, cette étape devait être une simple formalité. Mais la collecte a été annulée au dernier moment par le Conseil national électoral. Cette annulation fait que le référendum ne pourra pas se tenir avant le 10 janvier 2017. Clairement, le régime fait tout pour éviter d'être évincé en jouant la montre. Le gouvernement n'est pas en reste dans cette guérilla légale, et après l'annulation de l'élection de 3 députés de la MUD à cause de doutes sur le scrutin, toutes les décisions prises par le Parlement sont considérées comme invalides. Clairement, le Parlement ne sert plus à rien.
Également, cherchant à recréer un lien direct avec le peuple, Maduro, qui a déjà une émission politique comme Chavez en son temps, a décidé fin 2016 de lancer en parallèle sa propre émission de radio dédiée à la salsa. La situation connaît une nouvelle accélération depuis mars 2017. On l'a vu, le Parlement ne sert plus à rien, et fin mars, la Cour suprême l'a acté en s'arrogeant les pouvoirs législatifs et en levant l'immunité des députés. La mesure a soulevé l'indignation au niveau national et international, et la Cour suprême a fait marche arrière quelques jours plus tard. Après cette décision, l'opposition semble avoir abandonné tout espoir de changement par les voies légales, qui ont toutes été essayées et systématiquement mises en échec par des manœuvres du régime. Le régime d'ailleurs n'entend pas non plus se laisser contester dans la rue, Maduro évoquant dernièrement la possibilité d'armer la milice bolivarienne, voyant dans cette contestation de rue une menace pour le pays. Les manifestations qui ont lieu depuis début avril 2017 commencent d'ailleurs à faire des morts et on peut craindre un scénario similaire à celui de février 2014, le gouvernement risquant de faire porter le chapeau aux leaders de l'opposition pour les éliminer. On peut même imaginer le gouvernement s'arroger de nouveaux pouvoirs en raison de risques que ces manifestations feraient courir pour la sécurité du pays. Au final, le chavisme aura considérablement abîmé la démocratie vénézuélienne alors que le pays, à défaut d'être parfait, était l'un des plus stables du continent sud-américain tout en ayant ruiné son économie alors qu'il était aussi l'un des plus riches grâce à son sous-sol. Et dans cette affaire, Maduro n'est pas le seul coupable. La crise est née de la politique menée pendant les années de Chavez, qui a quelque part eu la chance, lui, de décéder avant d'avoir à être confronté aux conséquences de sa gestion clientéliste. Aujourd'hui, on ne peut pas encore dire que le Venezuela est une dictature, les manifestations ne sont pas interdites, l'armée et la milice bolivarienne ne sont pas encore intervenues, et le pouvoir fait encore demi-tour sur certains points face aux pressions internationales. Mais il y a clairement une dérive extrêmement autoritaire qui ne présage rien de bon, surtout quand on se rappelle en plus que l'armée est politisée. L'opposition, elle, a aujourd'hui essayé toutes les voies légales pour chasser les chavistes du pouvoir, sans succès, et se retrouve acculée face à un régime qui instrumentalise les institutions politiques et judiciaires pour rester au pouvoir. Ce régime, appuyé sur son discours socialiste au fort relent de guerre froide, à la fois arc-bouté sur son idéologie et sur ses intérêts, n'entend donc pas lâcher le pouvoir, et aujourd'hui, on ne voit pas quelle peut être la conclusion de l'histoire. Et bien voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la crise économique et politique que traverse le Venezuela, du moins jusqu'à la mi-avril 2017. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, et à la prochaine!